Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 17 mars, la Gendarmerie nationale fait le bilan de son exercice 2022 et dresse les grands chantiers de 2023. L'un des grands objectifs annoncés est la lutte contre la corruption. Et la saison des pluies approche et déjà des inquiétudes. Les habitants d'un quartier de Yopougon menacés par la progression d'un ravin. Vladimir Poutine dans le collimateur de la justice internationale. Le président russe est visé par un mandat d'arrêt pour sa responsabilité dans des crimes de guerre commis en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Durant 4 jours, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie se sont réunis pour évaluer l'exercice 2022 et planifier les chantiers pour 2023. La lutte contre la corruption est au cœur des priorités de ce nouvel exercice, ainsi que la sécurisation des frontières, particulièrement à la lumière de l'environnement sécuritaire et géostratégique aux portes nord du pays, Tiémédandjé. Le séminaire de rétrospection et de projection de la Gendarmerie nationale s'achève ainsi sur une note festive. Pendant 4 jours, officiers et sous-officiers engagés sur différents théâtres opérationnels ont passé en revue l'exercice 2022 et relevé les chantiers 2023. Au cœur des priorités du nouvel exercice, la lutte contre la corruption. Un mal qui, de l'avis du commandant supérieur du corps, érode la renommée de la gendarmerie en tant que corps d'élite et désagrège son efficacité opérationnelle. Je demande aux uns et aux autres, aux responsables, de combattre vigoureusement tous les actes de corruption, en étant d'abord eux-mêmes des exemples. Si vous n'êtes pas un exemple dans un domaine, vous ne pouvez pas être le grand prêtre de ce domaine-là. Vous ne pouvez pas demander aux autres d'avoir le comportement que vous-même vous êtes incapable d'avoir. C'est une maladie connue, il faut la combattre. Et il faut la combattre de façon visible. Combattons ensemble la corruption. Autre priorité, la sécurisation des frontières. Le général de corps d'armée met en épingle l'environnement sécuritaire et géostratégique aux portes nord du pays et sonne l'alerte. Ces situations exceptionnelles doivent nous commander à être de plus en plus éveillés, à être attentifs, à être debout, à faire attention, à travailler correctement. Le laxisme peut nous coûter cher demain. Il faut se lever, il faut se réveiller. Cela ne veut pas dire que ce qui est fait est mauvais, mais il faut en faire davantage. Il faut être véritablement rigoureux, parler à ces hommes, les contrôler, leur rendre régulièrement visite, être sur le terrain, voir comment ils travaillent. Donc attention à nos frontières. Bien avant, le bilan 2022 et les perspectives 2023, contenus dans le communiqué final, étaient présentés. Au terme des échanges fructueux, plusieurs acquis sont déclinés. Ce sont entre autres la destruction de 464 fumoirs, l'interpellation de 1623 personnes impliquées dans divers trafics, le déguerpissement de 1649 sites d'orpaillage illégal et au niveau social, du mariage collectif de 421 couples. Un bilan qui fait la fierté du général Apollo Touré et ses hommes, à la manœuvre pour une gendarmerie plus efficace et plus efficiente. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a échangé ce vendredi avec les étudiants de Bouaké qui ont initié mercredi une grève. Les réformes au niveau du système LMD, les conditions de travail sur les différentes universités, Alassane Ouattara de Bouaké et Peleforo Gonkoulibaly de Korogo, sont au cœur des revendications du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Au terme des échanges, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et le secrétaire général de l'organisation font des précisions. Je leur ai expliqué ce qui est faisable vis-à-vis des problèmes qui ont été posés. Par exemple, le problème de sélection des étudiants entre la licence 3 et le master 1. Je leur ai dit que cette sélection est incontournable dans la mesure où on est obligé de tenir compte des capacités d'accueil et d'encadrement de nos universités. Il n'est pas question d'envoyer un trop plein d'étudiants en master 1, en sachant que nous avons des problèmes d'encadrement de ces étudiants-là plus tard. Ensuite, il s'est agi de la sélection des étudiants qui vont du Master 2 au Doctorat 1. Là également, je leur ai dit que cette sélection est incontournable, seulement que nous avons expliqué quels sont les critères de sélection, notamment qu'est-ce qui est adopté comme taux d'encadrement au niveau des enseignants du rang A, parce que seuls les enseignants du rang A et les enseignants chercheurs et chercheurs du rang A peuvent encadrer des doctorants.
à savoir des maîtres de conférence, des professeurs titulaires, des maîtres de recherche, des directeurs de recherche. Et là, je leur ai dit simplement qu'actuellement, ce qui est admis, c'est qu'un professeur titulaire peut encadrer au maximum 4 doctorants, un maître de conférence au maximum 3 doctorants. Et avec la particularité que ceux qui ont déjà atteint leur quota ne peuvent pas prendre de doctorant cette année, ceux qui ne l'ont pas atteint peuvent prendre un doctorant. Alors parce qu'il faut faire attention, il y va de la qualité de l'encadrement, il y va de la qualité des thèses qui sont produites, il y va de la qualité des docteurs qui sont formés. J'ai discuté avec l'opérateur qui m'a rassuré pour dire que les bâtiments du campus 1 qui sont en cours de réhabilitation seront achevés fin avril 2023. Et les bâtiments du campus 2, leur réhabilitation sera entamée tout juste après. Les premières pluies s'annoncent déjà et avec elles arrive leur lot d'angoisse pour des populations dans les zones à risque. Parmi elles, celle de Yopougon, cité Kestab, qui sont menacées par un ravin. Plusieurs maisons ont déjà cédé partiellement au fil de l'avancée de ce trou. Leur souhait, une fin rapide des travaux entrepris avant qu'un drame ne survienne. Un sujet de Nadia Eja et de Mathurin Badé. Cité Kestab, commune de Yopougon-Niangon. Un endroit paisible où les riverains côtoient chaque jour le danger. La raison, ce ravin qui s'est agrandi au fil des années. Mathias vit ici depuis 1998 et se souvient de l'évolution de ce trou. Quand nous venions ici, le trou n'était pas menaçant. Rien ne présageait que ça allait devenir comme c'est aujourd'hui. On mettait une petite planche et on passait dessus. Et il est devenu très menaçant aujourd'hui. La situation inquiète tous les habitants à l'instar d'Alexandre, arrivé ici depuis 2019. À chaque passage de l'eau de ruissellement, c'est un nouveau bout de terre de perdu. Avant, il y avait près de plus de 10 mètres entre le trou et les maisons. Aujourd'hui, il y a des clôtures qui sont tombées dedans. Ma cuisine arrière, il y a une partie qui est déjà dans le trou. J'ai dû abandonner. Dans le quartier, plusieurs maisons sont suspendues au bord du précipice ou ont déjà cédé en partie du fait de l'érosion du sol. Cette église catholique a perdu lors des pluies récentes le magasin qui servait pour la Caritas et son centre médico-social. Cette clinique-là, vraiment, par ses prestations, soulageait beaucoup de personnes. Pas seulement les paroissiens, il y a encore les riverains. Les gens venaient de partout pour se faire soigner ici. Et ces derniers temps, le trou, il est plus que menaçant. À chaque fois qu'il pleut, il y a une partie de la paroisse qui doit partir. À chaque pluie. Et vraiment, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Dans le cœur des résidents, c'est l'angoisse. Alors que s'annoncent les premières pluies, ils ne savent à quel sens se vouer. Les saisons de pluie nous inquiètent. Et aujourd'hui, même s'il pleut, on ne dort pas. Encore les établissements qui sont de part et d'autre, les enfants en saison pluvieuse, surtout quand il pleut la journée, c'est l'inquiétude. Parce que les enfants doivent traverser. Les femmes qui vont marcher traversent. C'est vraiment très, très, très dangereux. Quand vous habitez une maison qui s'effondre, qui risque de s'effondrer sur toute la famille, vous vous dispersez. L'état de détresse dans lequel se trouvent actuellement les habitants des toits verts et des toits rouges de la cité Kestab, sincèrement, il faut voir pour s'en rendre compte, pour se rendre compte du danger que tout le monde court. Avec impatience, ils attendent l'arrivée des structures d'assainissement et de drainage pour les travaux avant que la pluie ne cause un drame. Dans cette course contre la montre, chaque minute compte. Si le passage de l'Office national de l'assainissement et du drainage en 2020 avait suscité de l'espoir, l'arrêt brusque et sans explication des travaux a ravivé les craintes. Il y a une machine qui est venue au niveau du pont et la machine a fait une journée de travail. Après, elle est partie. On ne sait plus ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. D'une même voix, il supplie les autorités et personnes compétentes à se pencher sur ce cas. Bientôt la saison des pluies. Nous connaissons aujourd'hui l'abondance des pluies à Abidjan. Donc, notre cri de cœur, nous en appelons aux autorités politiques, administratives, les ministères concernés, l'ONAD, de se pencher sur cette situation. Parce qu'il peut y avoir drame ici. Il y a plusieurs maisons, des centaines de maisons au bord, qui longent le trou. Parce que ce que nous ne comprenons pas, ils ont traité les autres collecteurs. Mais ici, là, quel est le problème? Et puis ça ne se fait pas. Nous demandons aussi au maire de Yopougon, et puis aux futurs maires, oui, les candidats, qu'ils viennent voir, parce que c'est maintenant. Un message qu'ils espèrent trouvera un écho favorable tant qu'il est encore temps. Prévenir pour éviter le pire, quand on sait que depuis quelques années, Abidjan connaît des saisons de pluie meurtrières.
Hier, nous vous annoncions que le Premier ministre ivoirien Patrick Achi avait remis les clés de logements socio-économiques à 5000 souscripteurs dans la commune de Songon. On revient ce soir dans le détail sur cette cité née du programme présidentiel de logements sociaux et économiques du gouvernement. Cette initiative vient en réponse à un besoin crucial à Abidjan où le déficit en logement est estimé à près de 6000 par an. Pierre Dipomela. Songon, Kassamblé, dans la commune de Songon. Ces logements bâtis sur plusieurs hectares viennent augmenter l'offre de l'habitat dans le district d'Abidjan, où trouver un toit décent est un parcours du combattant. Cette cité sortie de terre fait partie du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. 5000 souscripteurs reçoivent les clés de leur maison des mains du Premier ministre Patrick Achi. Je voudrais profiter de votre micro pour dire infiniment merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour ce programme qui nous permet aujourd'hui de sécuriser nos familles, de sécuriser nos enfants. Quand la famille est bien logée ici, ça vous permet de travailler dans des conditions optimum. Face au déficit criard de logements dans la capitale économique, produire des habitats à coût modéré, c'est le défi du gouvernement. Le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, initié sous la haute égide du président de la République, a pour principal objectif d'apporter une réponse concrète à la double problématique du déficit de logement dans notre pays, de l'inadéquation entre le type de logement disponible et les capacités réelles de la cible de ces logements, en principe destinés aux populations les moins nanties. Ce programme, qui vise la construction de 150 000 logements sur la période 2021-2025, est aussi une réponse concrète à l'une des préoccupations majeures du quotidien de nos populations, pour qui le logement constitue le deuxième plus important poste de dépenses après les dépenses liées à l'alimentation. Le Premier ministre a rappelé l'engagement du chef de l'État à réduire le déficit de logement estimé à plus de 500 000 par an. Tout cela raconte l'importance d'un logement pour un citoyen, pour une famille, aussi bien que pour une société. Votre joie, elle est aussi, j'en suis certain, le témoignage de votre soutien aux actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Car vous connaissez son attachement à l'amélioration concrète et continue des conditions de vie des populations de notre nation, et notamment la gestion de l'accès au logement. Cette cérémonie de remise de clés de logements sociaux et économiques à Songon n'est qu'une étape. Plusieurs autres devront suivre à Bingerville, Grand-Bassam et Bouaké. La fonction publique ivoirienne souhaite innover et faciliter les opérations administratives grâce à de nouvelles bornes tactiles mises à disposition des agents de l'État. Quelques-unes de ces bornes ont été livrées aux agents de San Pedro des mains de la ministre de la fonction publique. Une innovation qui est prévue pour s'étendre sur l'ensemble du territoire national. C'est un reportage de Nikema Moussa et de Issa Etamen. Conçues par l'Observatoire du service public, les bornes tactiles ou tablettes remises par la ministre de la fonction publique aux fonctionnaires et agents de l'État de San Pedro serviront à collecter leurs préoccupations, vérifier et traiter dans le but de l'amélioration du service public. La borne tactile, c'est justement pour permettre aux citoyens de s'exprimer, de faire ses commentaires, d'adresser ses plaintes, ses attentes, ses observations. Donc à l'OSEP, qui est l'Observatoire du service public, et qui est chargé d'assurer la veille stratégique donc du bon état du service public dans notre pays. Les fonctionnaires et cadres de cette localité ont salué l'avènement de ces outils technologiques. Le fonctionnaire nouveau, c'est tellement important. Il faut revoir la manière de faire. Le fonctionnaire ne doit pas rester chez lui à la maison pendant qu'il est payé. Il y a certaines pratiques, notamment la corruption, qu'il faut bannir de la société ivoirienne. Et je pense que c'est une bonne guerre. En refermant cette activité par l'Abidjanaise, Anouloto a invité les agents de l'État à respecter les valeurs ancrées dans ce texte. La remise de ces bornes tactiles à San Pedro est le début d'une série sur l'ensemble des districts du pays. Et puis une nouvelle importante dans le monde du football, Gianni Infantino a été réélu à la tête de la FIFA à l'issue du 73e congrès qui s'est tenu à Kigali. Le président sortant était le seul candidat en lice pour sa propre succession. Salif Alekwe vous propose de revenir sur les détails de cette élection.
À 52 ans, l'Italo-Suisse Gianni Infantino a été réélu jusqu'en 2027 à la présidence de la FIFA, qu'il occupe depuis 2016, sans concurrent et par acclamation, lors du 73e congrès de l'instance à Kigali, au Rwanda. Être président de la FIFA est un honneur incroyable, un privilège incroyable, mais c'est aussi une grande responsabilité. À son actif, le Valaisan peut afficher un bilan financier solide avec une hausse de 18% des revenus et de 45% des réserves sur le cycle 2019-2022 par rapport au précédent, qui permet à la FIFA d'augmenter encore ses subventions aux confédérations et fédérations. Côté gouvernance, son dernier mandat a été marqué par une vaste réforme des transferts, par l'institution d'un congé maternité pour les joueuses professionnelles, ainsi que par des règles de procédure disciplinaire plus protectrices pour les victimes de violences sexuelles. Les principaux chantiers des prochaines années ont été entérinés lors du congrès, notamment le passage de la Coupe du Monde masculine de 32 à 48 équipes à partir de l'édition 2022 partagée entre États-Unis, Canada et Mexique, décidée en 2017. En optant pour la phase de poule avec 12 groupes et 4 équipes, le tournoi va bondir de 64 à 104 rencontres, une mastodonte taillée pour faire exploser les recettes de billetterie et allécher toujours plus de diffuseurs. Ce 73e congrès est le tout premier congrès électoral de la FIFA qui se déroule en Afrique, tout un symbole. La Cour pénale internationale a déclaré ce vendredi avoir émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre et déportation illégale d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe. La juridiction internationale a également émis un mandat d'arrêt contre Maria Lvova-Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant, pour des accusations similaires. Pierre Dipomela. La CPI, Cour pénale internationale, est aux trousses du président russe Vladimir Poutine. Elle a émis un mandat d'arrêt contre lui pour crimes de guerre et de déportation illégale d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe, à la satisfaction de Kiev, qui attendait ses poursuites contre le président russe depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. Mais le Kremlin a jugé que la décision n'avait aucune valeur juridique. La Russie, comme un certain nombre d'États, ne reconnaît pas la compétence de ce tribunal. Par conséquent, du point de vue de la loi, les décisions de ce tribunal sont nulles et non avenues. Lvova-Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant, est également concernée par le mandat d'arrêt de la CPI. Plus de 16 000 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie depuis l'invasion le 24 février 2022, selon Kiev, et beaucoup auraient été déplacés dans des institutions et des foyers d'accueil. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.